aujourd'hui, quatrième séance sur des livres qu'on comptait dans l'histoire des idées sur l'art contemporain. Et celui d'aujourd'hui, il est très intéressant. Il date de 2002. Il est très intéressant pour une raison qui est très simple à faire comprendre, mais qui est très complexe. C'est que c'est un Paul Arden qui est derrière moi et qui, dans la vie, est très sympathique d'ailleurs. Il est picard. Je l'ai été l'écouter plusieurs fois. À chercher à faire quelque chose qui est extrêmement complexe, facile à comprendre, mais complexe, c'est-à-dire essayer de penser le présent. Essayer de faire, vous voyez, un de ses livres, là, on est en 1997, une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle. Donc en 97, il écrit sur des choses qui, quelquefois, ont 2-3 ans. Et ça, c'est l'exercice le plus difficile possible parce que il n'y a pas mieux pour dire des conneries. Il n'y a pas mieux pour se tromper sur telle chose est à la mode ou pas et se laisser emporter par ça. Et en même temps, c'est assez courageux de vouloir, l'image corps, figure de l'humain, l'art du XXe. Il n'y a pas plus difficile que d'essayer presque de prédire le futur. C'est la philosophie, dit Hegel, il la compare, c'est la chouette de Minerve, elle s'envole à la tombée de la nuit, c'est-à-dire elle est incapable de prédire le futur. C'est tous les philosophes qui diront il va se passer ça. Et là, sur des œuvres d'art, on a des tendances, on a des choses que le marché montre, et puis en même temps, il y a d'autres gens qui sont complètement oubliés. On va découvrir aujourd'hui, c'est un peu le plan du jour, c'est comprendre qu'est-ce que c'est que penser le présent. Voilà, il a fait une suite en 2009, dans la base qui est en haut, on le voit, hein, la création plasticienne au tournant du 21e siècle. En 2009, ça fait déjà 10 ans. Hein. Et puis, on a un livre qui date de 2007, ça fait déjà 15 ans quand même. Donc, il me restera un 5e tome avec un philosophe, Timothy Norton, qui, lui, influence des artistes aujourd'hui, qui a un livre encore plus récent que ça. Comment on pense le présent? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut se tromper? Sur quoi on se base? Pas facile. Quelque chose de très simple en deuxième, on va essayer de comprendre. Voilà, il a écrit sur la moto, parce qu'il adore la moto. Il a écrit sur le dragster. Et puis, il a fait beaucoup de livres dédiés à des artistes, voilà, sur Helmut Newton, il a fait sur Sarfati, sur des architectes, Reichen et Robert, sur là, des gens, des commandes, quelquefois, d'artistes vivants sur lesquels il doit écrire, et avec la difficulté d'être entre l'hommage, on dit le turiféraire quand on ne veut pas être lèche-cul, mais comment est-ce qu'on peut écrire sur des gens qui sont vivants et qui vous commandent quelque chose, et comment on arrive à avoir la distance d'être un peu philosophe pour que ça ne soit pas juste de la présentation, que ça ne soit pas juste journalistique, si c'est le présent, et pour la formation de Paul Arden, historique, c'est-à-dire un inventaire de plein d'images. Donc mon plan, finalement, avec ce livre de 2002, qui a déjà 20 ans, c'est aussi, après avoir parlé de qu'est-ce que c'est que penser le présent, puisqu'on a eu une petite heure ensemble, c'est d'expliquer, ça c'est plus facile, qu'est-ce que c'est qu'un art contextuel, c'est-à-dire des artistes qui vont sortir du musée, faire une révision pour ceux qui n'ont pas vu ça. J'en ai parlé plein de fois il y a plein de vidéos sur YouTube, sur des artistes qui vont jouer sur le in situ, qui vont jouer avec les spectateurs, qui vont les provoquer, qui vont les réveiller. Et donc, comprenant mieux ce qu'est cette question du contextuel, ça va permettre de voir. Alors ça, c'est assez complexe comme question, et pourtant elle est simple aussi. C'est est-ce que les artistes, quand ils sortent du musée, qu'ils interviennent, est-ce qu'ils ne sont pas proches de la fête, du jeu, de l'insolite, et voire de la com, c'est-à-dire d'un carnaval qui fait que l'art aurait un peu disparu. Et on va voir avec Deleuze que je le dis de façon un peu trash pour commencer, mais mettre le fouillis ou le bordel dans la ville, c'est une façon de questionner ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire, et ça, c'est les artistes qui font ça. Le carnaval le fait dans un cadre donné. Et puis la conclusion, c'est que Paul Arden a écrit récemment un livre sur lequel je voudrais conclure, qui s'appelle Le voilà, un art écologique, et où finalement, il essaye de penser, est-ce que des artistes peuvent parler d'écologie, peuvent faire comprendre quelque chose, juste pas des choses un peu basiques. Est-ce qu'ils peuvent lancer de nouvelles pratiques, faire découvrir autrement? Ça, c'est une question compliquée. Est-ce que le militantisme d'un art sorti du musée peut lancer quelque chose? Et puis, est-ce que c'est encore de l'art? Voilà, ça, c'est quand même très compliqué comme question.
Ça fait 3 questions. Celle de penser le présent. Vous avez vu aussi, vite fait, que Paul Ardenne, dans les livres de bibliographie que j'ai choisis, il a aussi beaucoup pensé esthétique de la limite dépassée. On voit l'artiste américain qui a un pistolet sous la... voilà, il est chargé, le pistolet, hein, quand il fait sa performance. Il y a des gens qui prennent authentiquement des risques. Euh, il y en a qui se tirera une balle dans la jambe. Voilà, pourquoi font-ils des choses comme ça? Qu'est-ce qu'ils cherchent à surprendre, en fait, à interpeller le public? On va voir aussi que politiquement, quelquefois, c'est assez habile, sous couvert d'art, de faire passer des choses à notre plan. Création artistique en milieu urbain. Alors, ce que j'aime bien, c'est que dans la petite interview, je me suis appuyé, comme d'habitude, c'est ça la vertu d'être en ligne, sur des interviews où on va entendre parler Paul Ardenne dans 2 conférences différentes. Et j'aime bien que les philosophes parlent au présent, comme ça on voit qu'ils sont absolument vivants. Voilà un entretien assez ancien sur l'art contextuel. Et le début de l'entretien demandait vous avez à ce jour publié plusieurs ouvrages et articles ayant pour sujet l'art contemporain. La plupart du temps, vous semblez avoir une prédilection pour le travail artistique qui s'élabore dans les marges. Et quand on pense le présent, on cherche ce qui fout un peu le pas de côté. Voilà, il y a de l'art reconnu dans les musées. Je vais prendre un exemple qui est devant nous et bientôt qui sera derrière, mais la prochaine exposition au Centre Pompidou sera sur un architecte, Norman Foster. Norman Foster est le grand architecte reconnu et bah, c'est facile à simplifier. Il est à la fois grand architecte du métal, anglais, vraiment l'institution absolue, et si on veut le critiquer facilement, l'architecte du capitalisme qui a construit pour pas du tout écologique, et c'est vraisemblablement lui qui écrit les propres notices de son exposition. C'est-à-dire, c'est même pas des critiques d'art qui permettent de questionner ou de critiquer ou d'avoir des réserves, quoi. Donc la façon de montrer l'art d'aujourd'hui, elle est risquée pour le musée d'aller vers la reconnaissance de ce qui est déjà connu. Et dès que vous faites un pas de côté pour essayer de montrer des gens en marche, vous pouvez absolument vous tromper. Donc, voilà, la question dit, dans l'art dans son moment politique, vous parlez de micropolitique, on y reviendra à la fin, c'est une notion qui vient de Foucault qui est très intéressante, c'est-à-dire, si on va vite, il vaut mieux, on ne peut pas casser le système, il va nous manger. Il faut agir, dit Foucault, dans des tout petits endroits qu'il appelle de la micropolitique, c'est-à-dire à l'échelle de petits réseaux ou de petites communautés, voilà, de la périphérie, et il dit dans quelle mesure cette idée d'art contextuel ne serait pas une réponse à ça? Alors il répond, mon approche est double. L'historien de l'art, c'est un peu le défaut, finalement. Le livre et les images que je vais vous montrer font une liste de plein d'œuvres, et on a du mal quelquefois à savoir pourquoi telle est choisie plutôt que telle autre, et c'est une occasion de découverte de plein de choses, mais qui demanderait, c'est le philosophe qui parle, mais à être plus pensé pour s'articuler les uns aux autres, mais c'est la difficulté d'être sur le présent. Remettre un peu d'ordre dans l'histoire de l'art récent, c'est qu'est-ce qui reste pas, c'est très compliqué, hein. Appuyer sur des types d'expressions artistiques qui ont pu être importants à un moment donné, quoi qu'ils demeurent largement occultés. Là, on va voir des artistes qui ont fait des choses très importantes et qui ont totalement disparu. Plus de commandes, plus d'expos, plus rien. Plus de livres, plus... Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant ou que ça ne va pas ressurgir, parce que ça se trouve, vous le savez peut-être, c'est une blagounette, mais il n'y a pas plus proche d'être innovant, branché, il y a 2 personnes dans la galerie, que ringard et décalé, il y a 2 personnes dans la galerie. Ça se ressemble vachement. C'est pour ça que les ringards disent qu'ils sont futurs branchés, non, dans l'autre sens, ça ne marche pas. Celle du critique d'art aussi, voilà, il va organiser des expositions, un investissement dirigé vers des formes d'art qui récusent l'institution, donc qui vont aller sur le fait que les artistes interviennent directement hors du musée, en lien avec le spectateur, dans la réalité immédiate. Est-ce qu'on peut faire de l'art dans des entreprises, au travers des médias? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, ce que fait Paul Ardenne, qui est un peu fou, c'est que je trouve que l'exemple est assez courageux, c'est qu'il est invité, il y a 2 ans, à présenter, intervenir pour des jeunes artistes. Pour des jeunes artistes qui sont les seuls artistes contemporains qui vont travailler
sur les Gilets jaunes. Catherine et Alexis de m'avoir invité à parler d'eux. Je trouve ça très bien parce qu'ils ont initié quelque chose quand même de très très isolé, on peut dire, dans le monde de l'art contemporain. Ce serait une esthétique ou une poétique visuelle des Gilets jaunes, hein, d'une certaine façon. Voilà, donc on peut en... Vous comprenez la raison de l'extrait, c'est que c'est chaud hein, de penser les Gilets jaunes, c'est récent, c'est une contestation. Est-ce qu'il y a de l'art qui est là? C'est hyper dur de penser le présent. C'est ce qu'on veut, on peut s'y intéresser, pas s'y intéresser, mais moi je m'y suis intéressé parce que il y a longtemps, je me suis intéressé dans les arts plastiques à la question politique, aux formes de l'engagement, aux évolutions de l'engagement. Ça a beaucoup changé, puisqu'on parlait du temps du communisme tout à l'heure, même des situations. La dernière évolution. Il est en train de dire que ce qui l'intéresse, c'est cet engagement, cette idée de faire bouger quelque chose. C'est à celle-là que vous appartenez. Elle naît au XXe siècle. C'est ce que moi j'ai appelé, après Jan Smieszynski, qui était un grand performeur polonais, l'art contextuel. C'est une forme d'art contextuel, c'est-à-dire l'artiste réagit à des événements. Bon, d'une manière finalement qui peut être très improvisée. Parce que l'improvisation ici se détermine logiquement à partir d'une réalité qui peut être non organisée elle-même, non maîtrisée, compulsive, par exemple chaotique même, le cas échéant. Bon, personne n'avait prévu, si on parle des Gilets jaunes, personne n'avait prévu l'irruption de ce mouvement. Bon, qui s'essouffle, hein, le fait est, le prenons pas mal, hein, c'est l'objectivité qui nous intéresse. Bon, c'est un mouvement qui s'essouffle un an après, mais bon, c'est un mouvement qui a compté, et c'est un mouvement qui comptera. Moi, je suis historien. Et pourquoi ça m'a intéressé, c'est qu'au fond, je fais partie des rares personnes, enfin, il y en a peut-être beaucoup que je ne connais pas, mais qui ont essayé, non pas de mobiliser les artistes plasticiens pour les Gilets jaunes. Moi, bon, les Gilets jaunes n'ont pas besoin qu'on se mobilise pour eux. Chacun se sent gilet jaune ou pas, tel jour, plus ou moins, etc., en fonction de sa situation. Mais juste de voir comment un système de l'art, en l'occurrence en France, pouvait ou non trouver une caisse de résonance créatrice dans ce mouvement des Gilets jaunes, dans ce mouvement social. Et, excusez-moi, d'avoir constaté, comme vous, ici, qu'en fait, ça n'a eu aucune incidence, pour ainsi dire, dans le mouvement de l'art. On a même, vous avez organisé, avec Kaderatia, la colonie, un samedi après-midi de réflexion sur cette question. Est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer que l'art contemporain soit connecté avec le mouvement des Gilets jaunes, bon, dont on peut dire tout et n'importe quoi, bon, parce que c'est un mouvement compliqué, qui va de l'extrême gauche au fond à l'extrême droite, hein, et tout ce qu'il y a au milieu, entre les deux. Donc, il y a des choses que vous apprécierez, il y en a d'autres que vous vomirez, hein, ou inversement, mais on voit que ça n'a absolument pas pris. Et c'est risqué hein, de dire ce qu'il dit et d'aller à cette invitation. Et en même temps, il est assez cash sur la façon de décrire le mouvement, sur le fait que... alors, ce qu'il ne dit pas encore, c'est est-ce que c'est possible de faire de l'art de ça? Mais justement, si l'art sort du musée et cherche à provoquer quelque chose, lui, il dit je vais essayer d'être là pour le penser. D'une certaine manière, NAO, vous avez devant vous, sont les quasi uniques représentants des artistes qui sont intervenus dans les manifestations. Voilà, donc c'est aussi pour ça que ça m'a intéressé. J'ai voulu voir comment, d'une certaine manière, un art institutionnalisé très fortement comme l'est l'art contemporain en France, qui est un art qui se conditionne à travers un système, pouvait rester totalement imperméable au réel le plus immédiat, alors que la plupart des artistes dans ce même système ne parlent ou ne prétendent parler que du réel. Vous voyez, hein, ils parlent uniquement de la réalité, moi, la réalité de mon corps, ma vie, mon cul, mes voyages, ma résidence à la villa, trou du cul, etc. C'est formidable. On voit qu'il a un langage assez riche et fleuri. Voilà, ce qu'il est en train de dire, c'est que maintenant qu'on va pouvoir présenter le livre, des artistes interviennent en milieu urbain, dans la vraie situation politique, dans les médias, donc sont sortis du musée, ce que je vais expliquer. Hein. Mais là, il est confronté à un truc très intéressant, c'est qu'il y a un mouvement de contestation réel. Il y a des artistes, ils s'appellent NAO, ils sont deux, ils sont les seuls qui sont intervenus pour essayer de trouver des formes. C'est pas, ils peignent des pancartes ou ils participent pas aux manifestations d'une façon directe. Voilà, c'est comment les artistes peuvent travailler à partir de choses concrètes. Et là où il est un peu cash, c'est qu'évidemment, il dit
le milieu de l'art contemporain qui se dit ouvert à cette réalité n'est pas sur une certaine réalité. Puisqu'en fait, si l'art sort du musée et qu'il vient parler à tout le monde, la question centrale va être celle-là, c'est-à-dire de qui il parle et à qui il parle. Très compliqué comme question, enfin très simple et très compliqué en même temps. Alors la petite révision, c'est que vous allez voir que c'est assez simple. Je suis parti d'une conférence que Paul Arden a donnée en Espagne, qui lui permet de revenir sur son livre, donc l'art contextuel, et il remonte assez en amont sur un petit historique que je vais pouvoir partager. Voilà. Bon, premièrement, sur qu'est-ce que c'est que le présent, on passe maintenant à qu'est-ce que ça serait que cet art contextuel. Le son n'est pas fabuleux, mais ça va. Par exemple, voyez, bon. Donc la ville devient une sorte de chronotope essentiel qui aspire à elle les artistes, plasticiens en tout cas. Il est en train de parler du 19e siècle, c'est-à-dire le fait que la ville se développant avec les mutations, la quantité de population, la concentration de gens, et bien petit à petit, les artistes vont s'intéresser à la ville, vont être le plus les impressionnistes d'abord, les réalistes un petit peu avant, genre Manet, les impressionnistes Caillebotte, Degas, et petit à petit, cette concentration de ville fait que le sujet va devenir... il y a un lien, je vais y arriver, entre le développement de la ville et le développement de l'art moderne. Les gens qui produisent des images, d'abord comme un spectacle, hein, c'est-à-dire elle devient un objet de spectacle, on le voit avec les impressionnistes, vous le savez, on voit ça avec tout le mouvement réaliste, ce mouvement en Allemagne qu'on appelait la Neue Sarlichkeit, la nouvelle objectivité, ou encore des artistes comme Edward Hopper, hein, que vous connaissez bien aux États-Unis, et beaucoup d'autres. Bon. Alors ici, on est dans le schéma de ce qu'on peut appeler un schéma classique de représentation. C'est-à-dire que l'artiste représente la ville. Mais ce qui apparaît assez rapidement, c'est de façon plus expérimentale la recherche d'un échange, d'une rencontre en prise directe avec le public. C'est-à-dire le fait qu'on passe d'une esthétique, comme l'a dit Ramon tout à l'heure, une esthétique de représentation, c'est-à-dire donner une image des choses, à une esthétique de présentation. C'est-à-dire qu'on est présent hein, physiquement donc, dans la ville. Vous comprenez que la bascule, puisque l'activité de ville est de plus en plus importante, la naissance, on va dire, je vais à la fin de mon histoire, que je vais déployer pour que tout le monde comprenne bien, c'est-à-dire la représentation de la ville, faire des images de la ville, des peintures, bientôt des photos, puisque la photo est arrivée, va devenir de plus en plus un sujet central. Et cette vie dans la ville où il y a de l'échange continuel va faire que les artistes vont chercher à non plus représenter la ville, mais être présent dedans et agir dedans. Trouver des façons, ne serait-ce que, si on prend un exemple tout bête, filmer la ville en temps réel, avec une caméra quand le cinéma sera arrivé. Alors, cet art nouveau, public, entre guillemets, se distingue de ce qu'était l'art public jusqu'à présent. Jusqu'à présent, l'art public, c'est-à-dire celui qui prenait place en ville, résultait toujours de décisions et de commandes qui étaient des commandes officielles. Bien sûr, vous savez que l'espace public est l'espace le plus réglementé qui soit. C'est d'ailleurs celui dans lequel quasiment tout est interdit. Si on y regarde bien, tout en tout cas est administré. Alors, qu'est-ce que c'était que l'art public jusqu'à présent? Pour l'essentiel, c'était des statues au milieu des squares ou le long des avenues. C'était une forme d'art somptuaire, généralement de célébration, de commémoration, ou plus souvent encore de propagande, bien sûr. Alors si on interroge ce qu'était le monde cette fois, non plus des artistes qui produisent des formes, mais les artistes du spectacle vivant, le monde du spectacle était cantonné lui-même dans des lieux traditionnels de représentation pérennes ou éphémères et nomades, la salle de spectacle, par exemple le chapiteau du cirque. Alors, tout le monde devine cette petite histoire qui est finalement simple, c'est que le monde du cirque, le monde du théâtre est dans des lieux déterminés, et la fin de l'histoire aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui le font dans la rue, et que la raison de faire ça, c'est d'aller au contact du public directement, plutôt dans des villes, puisqu'il y a plus de densité de population, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps aujourd'hui. Et pourquoi on fait ça? Parce que entrer dans une salle, c'est plus difficile, et qu'on veut aussi fabriquer de l'interaction et de la réaction. Évidemment, il parle d'un historique qui a complètement disparu de l'histoire de l'art, c'est par exemple de faire des sculptures dans les villes,
les monuments aux morts, et dans les cimetières, c'est quand même quelque chose qui est de la création plastique. Il y a quand même des sculpteurs qui ont fait ça toute leur vie. On a un Rodin à Montparnasse, hein, c'est avec un Balzac en sac à charbon. Mais je veux dire, et puis il y a peu Jeff Koons avec une main qui tient des tulipes. Donc il y a depuis toujours de l'art dans la ville. Mais finalement, il a dit que c'était plutôt somptuaire, c'était plutôt des commandes officielles. On imagine bien que ça va être difficile de créer quelque chose qui fasse réagir le public pour le réveiller ou le surprendre si c'est payé par nos impôts. Avec la modernité, tout change, parce que ce qui se concrétise, c'est un principe qu'on peut appeler le principe de la sortie. Hein, la sortie. L'artiste sort de plus en plus fréquemment en ville, avec cette conséquence esthétique, l'expression artistique va muter. Hein, c'est-à-dire que le fait de sortir va obliger l'artiste à adapter son œuvre, son travail, d'une façon évidemment qui renvoie à la notion d'intervention, la fameuse notion d'intervention artistique, hein, sur le modèle souvent du happening, hein, d'une sorte, on pourrait dire, de politique de l'événement. C'est assez simple mon début, j'espère que tout le monde suit toujours. Si je reprends, c'est facile. Il n'y a pas toujours eu des musées, c'est-à-dire qu'il y a eu une époque où la commande elle est directement à l'artiste, soit parce que quelqu'un a de l'argent, soit parce qu'une institution religieuse ou d'État, quand ça se développe, mais que ça soit au Mali au XVIe siècle ou que ça soit en Hollande, en Allemagne, voilà. Et puis au XVIIe siècle, là on est en 1636, on va commencer à avoir on va dire l'idée de public qui se développe, c'est la bourgeoisie qui arrive et qui va pouvoir acheter des choses. Et donc, en même temps, au XVIe siècle, on avait inventé les tableaux qui sont plus fixes. Un système de toile avec un crochet derrière, c'est tout bête, hein, mais ça ne peut pas arriver tout seul. Et donc, qu'est-ce qui change quand le tableau devient mobile? C'est-à-dire quand c'est une commande sur bois, un hôtel a eu dans une église, c'est transporté, et puis c'est lourd, hein, des plaques de bois quand le panneau fait 8 mètres sur 10, voilà, c'est pas tous les matins qu'on peut bouger, ou sur les murs directement à fresque, ou dans des sculptures sur les places publiques à Florence. Ce qui est tout nouveau avec ce XVIIe siècle, c'est que les humains devenant mobiles et plus nombreux, et puis comme vous le savez, c'est quand même presque un cliché, mais la classe arrivant bourgeoise, les villes se développant, les bourgeois se développent aussi, c'est-à-dire on va dire des commerçants, des gens qui ne fabriquent pas les produits, qui font une plus-value sur la vente, et ni des paysans, ni l'industrie tout de suite, vont avoir avec cette plus-value de l'argent, et donc ils vont investir pour ressembler à la classe noble qui était au-dessus en décorant leurs intérieurs. Mais dans des maisons qui sont plus petites, donc il faut des tableaux plus petits. Ça tombe bien, on a développé les tableaux plus petits. Qu'est-ce qu'on est en train de voir là dans ce tableau de Franken de 1636? C'est qu'on voit le galériste, il est dans le fond. Là. Il est avec un client en train de lui montrer un portefeuille de dessin, mais on a sous les yeux, dans l'arrière-boutique, ce qu'une galerie vend à l'époque, des sculptures anciennes, des sculptures contemporaines, des coquillages, des pièces. Voilà, les objets d'histoire ou les objets naturels sont tout aussi importants que les œuvres qu'on appellerait d'art, puisque à l'époque, la distinction était en train de se faire. Je raconte à chaque fois que le pape achète vers 1520 une magnifique corne de licorne à un prix fabuleux. Et il est vraisemblable, enfin je ne peux pas me prononcer sur le fait que les licornes existent ou pas. C'est un peu trop tôt. Qu'est-ce qui arrive ensuite sur cette fin du XVIIIe siècle? Les rois importants, on a ça à Fontainebleau, on a ça à Florence, avaient fabriqué une sorte de couloir dans lequel les tableaux étaient présents pour montrer, on appellerait ça aujourd'hui du soft power, c'est-à-dire au lieu de faire la guerre, c'est pas mal de montrer sa puissance en ayant de l'argent et en achetant des trucs très chers et en les montrant aux autres. Ça peut avoir l'air frimeur, mais c'est quand même mieux que de se foutre sur la gueule. Et donc, à Paris, en France, c'est un peu plus particulier puisque la Révolution va développer l'idée à la fois d'un lieu qui serait accessible à tout le monde. L'idée de musée va arriver. Et puis, après la Révolution, il y a une deuxième idée qui est française, qui est juste après, hein, on est presque en 1800. C'est comme on a pas mal détruit pendant la Révolution et qu'on commence à se rendre compte que tout ça peut s'arrêter, on va aussi fabriquer une sorte de musée des antiquaires, on ne dit pas antiquité à l'époque,
qui est en Normandie, à Caen, avec l'idée de pouvoir conserver le passé. Et les deux choses vont se mélanger. On va garder des choses anciennes avec l'idée pédagogique de les montrer pour qu'on comprenne d'où on vient et à quoi sert, qu'est-ce que fait, est-ce que notre présent est nourri par ce passé. C'est une idée qui est pas si simple que ça, parce qu'elle nous est tellement acquise qu'on a l'impression que c'est toujours le cas, mais je dis en plaisantant que si nos ancêtres ont fait des bêtises, c'est peut-être pas la peine de les étudier parce on va faire les mêmes. Alors, c'est peut-être une façon de l'éviter, mais comme le contexte historique ne sera jamais le même, dans quelle mesure l'histoire peut nous apprendre des choses, c'est un sujet très compliqué. D'où notre enjeu d'interroger le présent. Alors, en 1902, un petit bâtiment, vous connaissez Klimt, un bâtiment en Autriche qui est construit et dédié pour ça, et donc des artistes de la sécession viennoise vont fabriquer l'environnement autour. Donc, vous voyez, les sculptures sont faites pour le lieu. Donc, on est en train d'évoluer d'un cran, c'est-à-dire le musée n'est pas tout à fait un musée, c'est une salle d'exposition avec, vous voyez, Klimt a peint directement sur le mur des fresques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une sorte de musée. On a envie de le découvrir. Les musées à l'époque sont, voilà, on a un exemple en 1913, l'Armory Show, qui est un peu une grande date parce que on a Matisse, Rodin et Duchamp qui est dans la salle, qui vont arriver comme des boulets de canon aux États-Unis, à New York, pour faire découvrir ce qu'est l'art moderne. Et les Américains, qui sont tout à fait efficaces, en tout cas, vont comprendre qu'il faut montrer ça dans plusieurs endroits du pays pour initier une réflexion nouvelle. Si on regarde ça, ça ressemble à un salon d'art comme aujourd'hui, c'est-à-dire des murs, comme l'exposition qu'on avait vue juste avant, hein, comme notre galerie d'art. Galerie, c'est pas musée, hein, j'ai oublié de le préciser. Galerie, c'est pour acheter, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses. Musée, ça suppose, c'est très symbolique, mais c'est très important. Si c'est là, c'est que c'est intelligent ou bien. Et c'est ce que vont récuser ces artistes de l'art contextuel, c'est-à-dire on ne veut pas être dans les musées, on ne veut pas être mort et enterré, avec le risque que ça peut avoir, évidemment, de disparaître avec l'éphémère. Mais l'art contextuel va être mobile et éphémère. C'est assez important d'aller contre cette idée d'un art des musées. Art des musées qui s'est développé en 2 siècles avec ce que je viens de vous raconter. Si on prend, j'ai encore 3-4 transformations très importantes, c'est un livre qui s'appelle L'histoire de l'exposition, d'ailleurs, qui est passionnant. Malevich va inventer l'art abstrait, si on va un peu vite. Ils sont 4 sur le coup, mais notamment en exposant ce qu'on voit là, le carré blanc, le carré noir sur fond blanc. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont c'est exposé. Vous voyez que ça peut être très bas, ça peut être très haut, c'est un peu comme en vrac. Et pour cette œuvre, elle est souvent citée, elle est accrochée comme les icônes religieuses sont accrochées dans les maisons en Russie, c'est-à-dire sur l'angle. Donc la façon de montrer va devenir tout aussi importante que ce qu'on montre. Et puis, vous avez un exemple qui est tout à fait passionnant parce que Lissitzky n'est pas le plus connu. Il va fabriquer à Eindhoven un lieu d'exposition qui est adapté lui aussi aux œuvres avec quelque chose qui va dans le sens de cet art contextuel. Vous voyez, il y a une paroi devant les qui coulisses, c'est-à-dire on peut regarder un tableau, cacher l'autre, et à la main, soi-même, décider de ce qu'on veut voir ou pas voir. Donc le musée est arrivé, les artistes au début du 20e, au 19e, mais surtout au début du 20e, vont commencer à penser comment on peut montrer l'art, ils vont penser ça en fonction des œuvres, c'est-à-dire c'est pas interchangeable, c'est fait pour cette œuvre-là, avec quelque chose de très innovant dans la façon de le montrer, donc, mais aussi de très contraint dès que le temps a passé. Et c'est le problème qu'a le Centre Pompidou, c'est qu'en 1977, c'était le musée contemporain, et puis aujourd'hui, eh ben, c'est le musée du passé. Donc, comment on fait un musée du présent, voire du futur? Très compliqué. Très compliqué, ça a l'air tout bête, mais Peggy Guggenheim, dans les années 40, quand l'art américain devient central, oui, elle fait dans sa galerie appel à un designer qui fait des socles bizarres qui vont avec les œuvres. Des systèmes de... Il faut dire que les murs étaient incurvés, donc c'était pas facile d'exposer. Mais les murs incurvés, ça permet aussi d'avoir l'impression que le tableau est en train de flotter, qu'il est en train de venir vers nous. Parce que justement, là aussi, on est sur de l'art à l'époque contemporaine, on est en 42, qui doit donner l'impression qu'il est vivant, en fait, qu'il est en train d'être avec nous, puisque la modernité, c'est l'instant présent à toute vitesse.
il y a un philosophe, Garcia, qui a dit que la modernité, c'était l'électricité, en fait. C'est-à-dire quelque chose qu'on a du mal à définir, mais quand on prend une châtaigne, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Il faut que ça soit immédiat et fort. Ce qui fait que je suis passé un peu vite, mais les dadaïstes, dès les années 20, avaient eu l'idée de faire des vernissages avec des tableaux, des slogans, des montages, voire des assemblages. Vous voyez un très beau soldat allemand avec une tête de porc. On voit à peu près le message, on comprend très bien tout de suite, on est en 1920. Et même chose avec des assemblages, en fait, qui sont quasiment voilà, plus tout à fait de la sculpture, il n'y a pas une sorte de savoir-faire préalable, on colle des choses qui sont les unes avec les autres, c'est pas transportable, pas fait pour être gardé. Les dadaïstes, au même moment, avec les futuristes, vont inventer cette idée de performance, c'est-à-dire de quelque chose, pas dans un musée, en extérieur, dans la rue, pour interpeller le public. Si je finis ma petite histoire, les années 50 vont inventer, j'aime bien ça, parce que l'exposition inspirée de la fête foraine. Fête foraine qui est un exemple très intéressant à mettre en face de l'art du XXe siècle, c'est-à-dire quelque chose qui sera un peu vivant, joyeux, qu'on peut faire de façon éphémère. This is tomorrow, on voit bien le message de 56. Hein. Maintenant, c'est demain, avec cette ambition toujours qu'à l'art moderne, jusqu'aux années 50, de 1830 à 1950, de penser demain et d'annoncer demain. L'art contemporain ne va pas faire ça, il va se questionner plutôt sur qu'est-ce que c'est que l'art, en fait. Et c'est là où on arrive sur des performances qui sont faites devant le public. Que la performance a besoin de trois choses. Un petit filigrane de texte ou de note d'intention qui fait qu'il va se passer quelque chose, mais il faut qu'il y ait de la spontanéité, il faut qu'il y ait du public qui réagisse, qui gueule ou qui soit surpris ou qui rit. Et puis, et donc que le hasard puisse intervenir. Voilà. Un petit fil rouge, un public et une dimension de spontanéité et de hasard. Ceux qui font le plus ça après les dadaïstes, c'est dans les années 60, le Fluxus aux États-Unis, Rauschenberg, que je ne montrerai pas, mais qui est un génie, qui le fait aussi. Et puis, vous devez connaître, parce que je l'ai choisi, il est très connu, encore vivant, c'est Ben, qui, avant de faire des trousses en noir ou des cahiers de texte avec un petit mot écrit dessus, ouvre à Nice une boutique dans laquelle il a chiné plein de conneries qu'on peut. En fait, il est chineur au début, donc on peut entrer dans son magasin. Son magasin est une sorte de musée œuvre d'art, donc on peut ajouter des choses, prendre des choses. Ben va les signer. C'est une façon assez marrante de désacraliser l'art. Voilà, tout peut devenir art. Donc Ben va faire des interventions ponctuelles. J'en ai fait une liste, c'est très passionnant. On la retrouve sur la Fondation du Doute qui est à Orléans, où il y a beaucoup d'œuvres de Ben. Il va signer des bébés, il va signer la ligne d'horizon, il va dire vous pouvez devenir une œuvre d'art si je le décide. C'est un jeu de moquerie, de critique et en même temps une façon d'interagir avec le public pour qu'il se questionne sur qu'est-ce que c'est que l'art et d'où ça vient. Il ne suffit pas que ce soit dans un musée pour que ce soit le cas. Et on va retrouver cette question assez présente chez Alain Capro, par exemple, qui va être le père de ce qu'on va appeler le happening, donc happen, quelque chose arrive, qui n'est pas prévu et qui est immédiat. Voilà à quoi ressemble une galerie à Pasadena en 67 transformée par Capro. Vous doutez bien que c'est pas facile de circuler. D'ailleurs, moi, ce qui m'aurait bien plu avec cette dame et ses beaux talons, ça serait de voir la photo juste après. Je pense que là, il y a un truc. Et puis, on peut imaginer aussi qu'indépendamment du jeu, parce que vous comprenez que quand on est enfant ou quand on est jeune, ce genre d'installation, c'est assez sympa parce qu'en fait, voilà, la galerie, c'est un peu marrant, on peut y aller, on discute. Il y a un moment de vie qui se fabrique. Voilà, l'art contextuel va fabriquer des contextes dans lesquels les gens vont pas se sentir intimidés par l'art et vont pouvoir interagir avec. Et on peut imaginer que dans cette installation-là, l'odeur des pneus doit être très, très puissante. Ça a l'air tout bête, mais... Et alors, un de ceux qui va non pas participer au happening qui est arrivé donc dans les années 1920 avec les dadaïstes, mais surtout aux États-Unis dans les années 50-60, c'est Buren. On voit Christo est sur le parvis du Trocadéro, une sculpture, je ne sais pas qui c'est, et Buren a embauché deux hommes sandwich. Pour les plus jeunes, c'est des gens qui avaient de la pub sur le dos. Et parce qu'on voit que même les jeunes à patins à roulettes ne sont pas si jeunes que ça. Buren a pris un motif de tissu, voilà, 6,7 cm, qu'il a acheté au marché Saint-Pierre. Il va non pas chercher à l'exposer dans le musée, mais le balader sur le dos de gens qui vont, par leur présence, intriguer, ou pas d'ailleurs, et qui va être l'occasion de discuter, de faire le tour du musée, de voir qu'est-ce qui se passe alentour.
Alors, ce qui est pas mal, c'est que ce très très beau résumé que je viens de faire va être simplifié par Paul Ardenne. C'est encore mieux quand c'est lui qui le dit. Dans cette même conférence à Barcelone. Que l'art public, disons non institutionnel, doit en passer par un vocabulaire spécifique qui est un... Il est en train de lister ce que l'art contextuel qui se retrouve dans ce bouquin, j'en ai fait un petit inventaire, voilà. Fabrication du musée, sortie du musée, sortie pour provoquer la réaction du public, pour qu'il soit vivant, c'est simplifié. Il va être en train de redire qu'est-ce qui est intéressant dans cet art contextuel, qu'est-ce qui est sa particularité. Un vocabulaire lisible, hein, d'où, par exemple, des formules comme les processions, tout le monde peut en général comprendre ça, les carnavals, hein, les bannières, les installations éphémères, également la parole. Et est en train de dire qu'une des premières règles de cet art dehors, alors on va dire contextuel, c'est-à-dire que on ne va pas le faire n'importe où, ça on va y venir. Et disons que pour le moment on en est à un art dehors, ben, il faut qu'il soit assez simple à comprendre en fait. Il faut qu'on comprenne qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a une sorte d'histoire qui vient des processions religieuses, qui vient du carnaval, qui fait que voilà, il se passe quelque chose, on le comprend tout de suite. Mais aussi, deuxième élément, ça fait une petite liste qui est assez intéressante, la parole, c'est-à-dire crier, chanter, faire des slogans, interagir. Importance très très grande de l'invocation, hein, parfois même de l'insulte, hein, qui crée un contact très très fort. Alors ça nous amène à une notion qui est la notion de contexte, qui a été évoquée tout à l'heure par Ramon, qui est évidemment fondamentale. Il faut rappeler ici simplement que le mot contexte vient du latin cum textere, qui veut dire tisser avec. Hein, tisser avec, c'est-à-dire que l'œuvre ici doit forcément tisser en fonction de ce qu'il y a autour d'elle. Voilà. L'œuvre doit tisser avec ce qui est autour d'elle. C'est-à-dire que les hommes sandwich avec des rayures de Buren, c'est parce ils sont devant le musée d'art contemporain de l'époque et parce qu'il y a une expo à l'intérieur. Il est en train de jouer comme un pied de nez à dire le vrai art est dehors et il est sur le dos de mes copains. Autour de Castorama en 2017, aucun intérêt. Donc le contexte historique géographique va être très important. Je raconte souvent, puisque je porte Évry dans mon cœur, qu'en haut d'une ville voisine qui s'appelle Rissorangis, il a été installé au moment de banlieue 89, c'est Castro qui avait investi sous Mitterrand la présence d'œuvres d'art dans la ville, nouvelles, plus contemporaines. Il y avait Jean-Pierre Reynaud qui avait posé un énorme pot de fleurs en haut de la Nationale 7. Là, on voit bien qu'il y a un pot de fleurs géant, bouché, avec pas de fleurs dedans. C'est bizarre, voilà, donc c'est bien fait pour interagir avec nous. Plus, il est rouge, on ne peut pas le louper, il est en haut de la route. Ce jeu de décadrage avec le contexte, c'est pour ça qu'on va attaquer cet art contextuel, ce n'est pas à n'importe quel endroit. C'est assez génial ce qui est arrivé, puisque un jour, à cet endroit-là où il n'y avait rien, s'est ouvert un Delbar. Et donc, le jeu de contexte n'a plus marché. Mais c'est trop drôle, parce que ce jeu de décalage, il ne fonctionne que si on connaît le contexte autour. Et donc, le contexte, voilà, texte avec, si je joue avec les mots, c'est le plus important. Il s'agit d'être dehors, d'être présent, actif et de faire réagir le public. C'est ça qui ressemblera à une performance. Mais l'art contextuel va être toujours en lien avec un temps et un lieu donné. L'intervention ne peut pas se faire au jugé. Elle implique un principe de confrontation, on pourrait dire, et de médiation solidaire. Hein, c'est-à-dire il y a un fonctionnement qui vise l'agrégation ou la polémique, hein, où ça marche ou ça ne marche pas, mais jamais une sorte de consentement tacite ou mou, ce que vous avez en général dans la plupart des festivals d'art public institutionnels. Hein, vous avez remarqué que c'est gentil, bon ben voilà, vous avez toujours des acteurs qui vous font des choses, ça vous gratte un peu mais pas trop, c'est violent mais pas trop, c'est critique mais pas trop, enfin tout ça est très bien, on rentre le soir, tout le monde est content, les enfants se sont bien amusés, et voilà, on peut rallumer la télévision et passer aux choses courantes. Bon. Alors, une donnée aussi des formes d'art public non programmées ou d'expression scénique non programmée, c'est la non-pérennité. Ça, c'est une donnée importante. C'est l'idée que l'artiste doit accepter de disparaître rapidement, enfin lui ou en tout cas son travail. Et de cela, il dérive justement cette expression contextuelle qui est toujours volatile. Ça, c'est intéressant, volatile, c'est-à-dire ça doit jouer avec le contexte, ça ne doit pas durer.
notamment parce que c'est pas une sculpture, que c'est pas un truc trop pénible. Voilà, volatile, j'aime bien le mot parce que éphémère ne veut pas dire tout à fait la même chose. Il faut que ça interagisse avec les gens. C'est sa force, c'est-à-dire ça va arriver comme rien. C'est sa faiblesse, c'est que s'il n'y a pas de trace gardée, il n'y a pas de trace, ça ne fait rien du tout. Et c'est peut-être la première critique qu'on peut lui adresser, c'est-à-dire ça peut ressembler à de la com ou de l'événementiel. Comment on peut considérer que l'art contextuel va apporter autre chose que être juste sorti du musée, ce qui est déjà pas si mal. Parce qu'elle est activiste, hein, c'est le sens de l'activisme. L'activisme vise toujours on pourrait dire un but d'immédiat avec un résultat. Voilà. Et donc, une fois que le but d'une certaine manière est atteint ou pas, mais qu'on a essayé, eh bien, l'événement artistique est terminé. Hein. On remballe tout ça et l'on s'en va. Oui, il a aussi ajouté qu'il fallait de l'activisme, c'est-à-dire, c'est là où il y aura une différence qu'il va falloir évaluer, c'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de faire un événement pour rigoler. Il a été un peu méchant avec l'art de rue, parce qu'on peut aller dans des magnifiques festivals où évidemment il y a du message politique, mais on se doute aussi que si vous allez à Châlons et que vous voyez des pièces qui sont engagés sur le thème de l'écologie, sur des choses de ce type-là, c'est assez difficile quand il y a un cercle autour de vous d'être trop provocateur. Le fil est très dangereux, de perdre l'exécution de l'œuvre, de perdre l'attention des spectateurs. Par contre, il souligne quand même que ce qui fait que ce n'est pas de la com, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'activisme, c'est-à-dire il y a un public en face, et dans ce contexte, avec public, il faut que ça agisse. Alors bien sûr, cet art engage toujours un rapport direct avec la vie sociale, et donc il a de ce point de vue-là une réalité critique, bien sûr, parce qu'il évite ce qu'on pourrait appeler les filtrages. Le filtrage muséal, hein, le filtrage de la censure, le filtrage même de l'autocritique, qui est si important aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les cultures de confort, la plupart des créateurs, à leur corps défendant parfois, produisent une très puissante autocritique, c'est-à-dire en disant « Ah ça non, je ne vais pas en parler parce que de toute façon, on va me faire des histoires », qui font que, par exemple, dans la plupart des expositions d'art contemporain aujourd'hui, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de sang, il n'y a plus de dégradation, par exemple, ou d'images, je ne sais pas, qui seraient de nature à stigmatiser telle ou telle population, mais à côté de ça, il y a une espèce d'univers un peu soft, vous voyez, gentil, consensuel, tout le monde finalement peut trouver ce qu'on pourrait appeler une culture moyenne, hein, une culture moyenne. Il emploie le terme culture de confort qui est assez intéressant, parce que la difficulté qu'il a, et je ne l'ai pas dit au moment du relais de son travail sur les Gilets jaunes, c'est tout simplement que on peut qualifier, quand la critique est immédiate, systématique et forte, de réactif ou réactionnaire. C'est toute la difficulté de penser le présent. C'est vraiment un sujet assez complexe sur lequel on peut être prudent. En même temps, culture de confort, ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi, c'est-à-dire les financeurs, les diffuseurs font qu'il y a des choses qu'on peut dire, d'autres qu'on ne peut plus dire. Et dès qu'on prononce cette phrase, on a l'air un peu réac. Ce qui est quand même l'intérêt pour moi de faire cette conférence-là, c'est de penser cet endroit-là. C'est pas évident du tout parce qu'il ne s'agit pas de dire on ne peut plus rien dire. C'est quand même vrai aussi que l'esprit, la mentalité, la morale évolue. En fait, c'est un peu normal. C'est plutôt bien d'ailleurs. Mais de penser à l'avance qu'il parle d'autocensure, que cette façon d'interagir avec le monde va devenir de plus en plus complexe, ça aurait plutôt tendance à donner raison à cet art contextuel, justement. C'est que être dehors, voilà, je montre ça souvent aux étudiants de classe préface qu'en 69, Buren installe des rayures. Donc, si vous avez une connaissance et une critique du travail de Buren, vous trouvez qu'il a un peu tout le temps fait des rayures, je trouve que c'est presque en 69 quelque chose qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui sans autorisation sur des palissades en extérieur. Il met une échelle, le papier peint et boum. Là, c'est presque, je fais de l'ironie parce que c'est un peu, on commence soft. Personne ne pourrait faire ça en fait. Personne ne pourrait venir masquer une publicité payée que quelqu'un a commandée. Voilà. C'est pire que dire des choses horribles. Sur cet art contextuel que cite Ardenne, évidemment, le travail de Pignon-Ernest, du dessin assez beau, d'ailleurs, c'est ce qui est assez habile dans le travail d'Ernest, c'est que
finalement, le public aime cette qualité de dessin et cette façon de faire. Décors sérigraphiés, donc sur des multiples amenés à disparaître, mais collés sur les marches du métro Charonne en 71, l'endroit même où des gens sont morts, tués par la police française. Et évidemment, le public qui ne peut pas éviter de marcher sur les beaux dessins qui vont disparaître. Voilà, quelque chose qui joue avec le contexte, l'histoire, le lieu, le moment où il le fait, c'est-à-dire l'anniversaire de cet événement tragique, et le fait que quelqu'un va, ou des gens vont marcher, donc à nouveau piétiner cette mémoire. C'est très intéressant de voir que c'est pas dans un musée qu'on pourrait faire ça. C'est pas possible, en fait. Et c'est pas seulement donc d'être un peu rebelle en sortant du musée que quelque chose va se passer. Donc on glisse doucement, si tout le monde suit cet art contextuel volatile, militant, lié à la sortie du musée, vivant, c'est que la question que pose Paul Ardenne, c'est est-ce qu'on va pouvoir ranger tous ces gens-là dans un même art contextuel? Et ça, c'est une autre question que je trouve assez complexe. Est-ce que d'être dehors peut avoir un nom unique, ce que Paul Ardenne essaye de faire en disant il y a un art contextuel? La même chose avec les expulsés de Ernest Pignon-Ernest, voilà, dès un couple sorti de chez eux, dans un endroit où c'est déjà détruit, c'est une façon de parler de choses. Ernest Pignon-Ernest est extraordinairement engagé et sans doute plus efficace par le fait que quelque chose de l'ordre de l'image passe. Même si vous comprenez que beaucoup d'artistes contextuels qui vont sortir du musée ne veulent pas de l'image qui est plutôt associée à son histoire bourgeoise. Hein. On fait des images, c'est toujours rassurant, une image. Sympa, c'est joli. Et je sais parce que j'en fais. Et en même temps, l'intervention en direct face à du public peut être une façon de venir plus efficacement interpeller tout le monde. Je prends un exemple de quelqu'un que j'aime bien, qui a été très connu, et puis plus du tout, Yoko Ono, qui a été montré à Lyon. Voici les images de ça. Voilà, fabriquer des objets qui amènent dans le musée des gens à avoir une attitude différente. Donc, si vous aimez les échecs, vous comprenez que la partie va être assez complexe. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle a rencontré John Lennon. Une petite échelle, on vous invite à entrer et à monter dessus. Mais il y a des petits morceaux autour qui disent faut pas monter, alors on a le droit, on n'a pas le droit. Voilà, c'est un art assez simple, assez presque sympathique, mais qui pose des questions compliquées quand tu es dans le musée, parce que tu as planté un clou dans un tableau avec un marteau qui est à côté. Je le fais, je le fais pas. Alors s'il y en a déjà qui l'ont fait, c'est plus facile. Une fois que vous aurez monté, que vous aurez pris la loupe, vous aurez vu qu'il y avait écrit que c'était possible. Et vous savez sans doute que les deux, profitant de leur célébrité, avec un petit bémol important, puisqu'elle est japonaise et lui anglais, vont, dans un hôtel d'Amsterdam en 69, fabriquer ce lit de la paix pour demander, exiger, attirer l'attention des médias. Donc l'art contextuel, c'est aussi de jouer avec les médias, parce qu'ils vont être filmés, pris en photo, retranscrits énormément. Demander aux États-Unis, qui n'est pas leur pays, c'est pour ça que ça va créer un peu de soubresaut, d'arrêter cette guerre au Vietnam. Alors, on a possibilité, je suis passé un peu vite sur Grapefruit, c'est un livre de Yoko Ono qui sont plein de consignes, qui fait que vous allez pouvoir faire de l'art par vous-même avec des petites recommandations ou un process qu'elle va vous dicter. L'art contextuel, c'est de jouer avec le contexte historique, géographique, et des médias comptent tout autant. Ce que Paul Ardenne va pouvoir nous redire maintenant, c'est de quelle façon on va pouvoir aussi... qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on interpelle le public? Comment cette provocation, quelquefois, va être une façon de questionner, et on pourrait presque faire exprès d'être nigo, pas très difficile, hein, presque une question, est-ce que cet art contextuel, c'est pas du journalisme, en fait? Est-ce que ça ne serait pas une sorte de Mediapart qui dirait, attention, il y a ça, regardez. Pourquoi est-ce que ça passerait par un art? Voilà ce que va nous dire Paul Ardenne maintenant. Du Bread and Puppet Theater, par exemple, de Peter Schumann, ou le Living Theater de Julian Beck et Judith Malina,
hein, qui participent ouvertement dans la rue américaine du mouvement proteste, hein, ce qu'on appelle le mouvement proteste, hein, c'est-à-dire les contestations contre en particulier la guerre du Vietnam à cette époque-là. Alors tout ça sous la forme de processions, de déguisements, de masques, un mix de carnaval, celui qui mélange à la fois les arts plastiques, la sculpture sociale, l'univers du cirque, bon, l'univers même des processions de l'âge religieux, hein, comme on en trouve dans toutes les civilisations. Il faut profiter d'ailleurs pour dire que pour les amis des Beatles qui pensent que Yoko Ono nuit à John Lennon, c'est que ils sont, avait dit John Lennon, il l'a regretté un peu, plus célèbre que le Christ, les Beatles. Voilà, est-ce que cette célébrité peut pas être un moyen d'agir? Est-ce qu'au lieu de la subir, on peut pas en faire quelque chose? Et ça, ça veut dire que cette proteste le bedward, c'est-à-dire le lit de la paix, le lieu de la paix, est une façon de faire parler, de faire discourir, qui fabrique tellement de réflexions et de commentaires qu'elle est sans doute au cœur de ce qu'est l'art contemporain, en fait. C'est-à-dire une forme simple, accessible, il a dit dans le contextuel, facile à appréhender. C'est pour ça qu'on parle de carnaval ou de procession. Voilà un truc qu'on comprend bien, qu'il est en train de se passer quelque chose et qui va déclencher plus de choses que si c'était un article de presse ou un reportage, il me semble. Alors, si vous voulez, pour le public, ce qui est intéressant quand il est en face de ces manifestations, c'est qu'il lui est difficile de ne pas réagir. Hein, si vous voulez, c'est très difficile de détourner son regard. Et de ce point de vue-là, on voit se mettre en place un principe d'échange, hein, qui soit pour poser sur un acquiescement, le public acquiesce à ce qu'il voit, il est d'accord, soit même une solidarité. Avec un mouvement sociologique important, c'est qu'au fond, le public échappe au statut de masse apathique et amorphe, et il devient souvent un public engagé, hein, qui lui-même défend des idées et prend le relais, hein, donc des artistes à proprement parler. Bon. Alors, une notion encore très intéressante, voilà. Le public n'est plus une grosse masse apathique extérieure, voilà. La protestation sous la forme d'une intervention dans un milieu urbain, là dans l'exemple, va obliger le public à se désolidariser d'une espèce de masse. Voilà, chacun dans le public va dire « Attends, je suis pas d'accord, qui c'est ce mec, c'est quoi ce truc ?» Il suffit de voir les performances de Marina Abramovic qui ont mal tourné, ça peut arriver, hein, c'est-à-dire de spectateurs qui commencent à faire du mal à l'artiste, d'autres qui prennent sa défense, d'aller chercher cette limite de qu'est-ce que c'est qu'offrir son corps. On a ça dans d'un des merveilleux travaux de Valley Export qui va très tôt utiliser la performance pour sensibiliser au fait que le corps des femmes est devenu un objet, avec une œuvre que j'aime beaucoup montrer à chaque fois qui s'appelle le cinéma de Valley Export, on va dire, en 1968. Elle a une boîte posée sur sa poitrine, seins nus, et le public dans la rue est interpellé pour devoir les toucher, interagir avec elles et pouvoir se faire son film. Alors c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'ils ont le droit de profiter d'une dame toute nue et de lui plotter les seins, mais en public premièrement, et deuxièmement, dans un temps donné, et sans les voir, c'est-à-dire se faire son film mentalement. On voit très bien, là, cet exemple est assez génial, comment quelque chose qui est de l'ordre de l'intime ou quelque chose qui est de l'ordre du fantasme projeté sur le corps des femmes va se retrouver accessible et dans des conditions qui ne sont pas du tout celles que moi, petit fantasmeur, je rêvais d'avoir. Ce n'est pas du tout le problème. Et donc, le public autour, qui est soit gêné, soit interpellé, il n'y a pas de violence là, il n'y a pas de… L'export va quelquefois faire des choses qui sont plus fortes. Mais on voit bien que cette façon de sortir le public de la masse est une façon, par le contexte, l'intervention en direct, de réveiller. Alors j'aime bien aussi montrer, ça me semble être l'exemple le plus fort, Cildo Meirelles, qui est plutôt classé, c'est un Brésilien qui est toujours vivant, il a 75 ans. Et il a, hélas, subi la dictature brésilienne dans les années 60-70, et son travail s'est transformé. On le classe souvent dans les artistes conceptuels, et son travail est assez simple à comprendre.
et d'une grande force. Voilà, qu'est-ce que fait Cildo Merlès? J'ai pris 2 exemples. La dictature étant en place, on ne peut plus exposer, on ne peut plus enseigner librement, on ne peut plus dans les journaux intervenir. Et pour prendre un exemple simple, Herzog est un journaliste, un homme du monde culturel qui va être arrêté par des journalistes d'ailleurs, interrogé par la police politique brésilienne et torturé et retrouvé mort, en plus avec un simulacre horrible qui fait qu'ils vont genre le pendre pour faire comme s'il s'était suicidé. Et découvrant ça, les Brésiliens vont énormément contester, protester. On est dans une dictature. Que fait Cildo Merlès? Quelque chose d'assez génial. Voilà, il va fabriquer un tampon et tamponner qui a tué Herzog sur des billets de banque. C'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas détruire et des choses qui circulent. Qui donc vont se retrouver un petit peu partout. Ce qu'il appelle l'insertion dans des circuits idéologiques. C'est-à-dire, là, c'est assez simple, hein. Assez simple à comprendre, assez simple, assez puissant à la fois. C'est-à-dire, penser le système, c'est pour ça qu'on a commencé à parler de micropolitique, comment on peut rentrer dans le système, le perturber pour toucher des gens. Alors, c'est pas parce que tu vois un billet de banque et que on te demande qui a tué Herzog que ça va te réveiller si tu n'as pas envie. Par contre, tu ne peux pas y échapper. Ça va circuler, c'est impossible à arrêter. Ça, c'est génial aussi, hein. Enfin, si on peut, mais il y a un coup de tampon sur un billet, ça va quand même assez vite. Et en même temps, c'est un petit grain de sable qui peut permettre aussi, quand tu n'es pas d'accord avec ce qui s'est passé, de voir que tu n'es pas tout seul. Et un autre travail de Merlès qui est merveilleux, c'est-à-dire une insertion dans les circuits idéologiques avec des phrases politiques qui vont être gravées sur des bouteilles de coca du commerce. Il va prendre les bouteilles, imposer dessus son slogan politique et relancer les bouteilles dans le circuit commercial. Donc, impossible à arrêter. On est au cœur de quelque chose qui fait que, il me semble qu'avec ces 2 exemples de Valley Export de Merlès, c'est pas de la sculpture, c'est pas de la peinture, c'est pas d'un slogan politique, c'est pas de la philosophie. C'est voilà, si c'est de l'art, c'est aussi pour ça, c'est que une forme qui passe un message, une interpellation, une façon de faire réfléchir qui n'est pas de la philosophie non plus, en fait, qui est un jeu avec le contexte, justement, un jeu avec ce qui est autour de nous dans un temps donné, à un moment donné. Et avec un impact que quand même diablement puissant. Alors, comme je parle, je vais vous passer un peu plus vite le petit résumé qu'avait fait le monsieur Paul Ardenne, qui reprend un petit peu certains des artistes que j'ai donnés. Années 1960, hein, qui décrétait que l'art était égal à la vie, hein, comme l'avaient dit les dadaïstes déjà. Et cette œuvre de Yoko Ono s'appelle Queue de piste. Et on voit l'artiste qui s'expose tout simplement elle-même, donc habillée, en demandant aux gens dans une salle de spectacle de venir tout simplement découper ses habits sur elle. Bon, avec évidemment une sorte de proximité qui s'avère même dangereuse, puisque bon, à plusieurs reprises, elle est blessée. Alors on peut aller de façon beaucoup plus polémique vers le public, comme le fera cette artiste autrichienne Valley Export, qui est vraiment un des fers de lance de l'art féministe, hein, ou de l'art au féminin, parce que bon, je me méfie de l'adjectif féministe. Valley Export, par exemple, vous voyez ici dans cette œuvre, s'appelle Task et Kino, donc créer une sorte de petit théâtre comme ça, de son propre corps, dans une boîte avec les seins nus. C'est pas théâtre le mot, monsieur Ardenne, c'est cinéma, parce que justement, on se fait son cinéma. Le 3e exemple qu'il va nous donner est très intéressant, parce qu'il est encore plus proche de nous, géographiquement et dans le temps. Seins nus, en allant à la sortie de lieux publics, d'usines ou autres, inviter les gens à toucher son propre corps, hein, comme ceci. Bon. Alors, on est dans cette époque très marquée par le désir de la levée des tabous, qui étaient les années 50, 60, vous vous rappelez peut-être des actionnistes viennois, qui ont beaucoup œuvré dans ce sens-là. Alors, contact encore avec plus récemment, par exemple, une autre forme de contact, quand un artiste comme Thomas Hirschhorn ici va dans un quartier au nord de Paris créer un musée précaire
en bois, en scotch, en carton, donc dans un quartier justement de population stigmatisée de Saint-Ouen, au nord de la capitale française. Et ce musée du quartier Albiné, musée précaire Albiné, va être organisé par l'artiste de façon telle que des œuvres du Centre Pompidou, c'est-à-dire vraiment d'un musée officiel, vont y être amenées par accord et surveillées, gardiennées, même commentées par des populations locales qui sont des populations d'origine africaine. Voilà, alors, bon, ça c'est une œuvre qui a fait beaucoup parler, puisque d'une certaine façon, elle montrait comment l'artiste pouvait déplacer l'épicentre de la culture du centre vers la périphérie, mais comment, d'une certaine manière, il n'avait pas fait le chemin inverse, c'est-à-dire, dans un second moment, déplacer l'art de la périphérie vers le centre. C'est ce qui lui a été reproché, puisque, bon, de la même manière que les populations africaines ici venaient parler de Mondrian, de Le Corbusier ou de Marcel Duchamp, peut-être qu'après, il aurait fallu que des gens de Paris viennent parler des griots africains, de la culture malienne. Enfin, vous voyez, dans l'autre sens. Alors, bon, en tout cas, c'est la notion de contact qui nous intéresse. Et parfois, c'est beaucoup plus simple, comme avec Marc Bouchereau, qui est un artiste marseillais, qui pendant plusieurs années va prôner cette petite carriole un petit peu partout dans le monde, qui s'appelle Tout va bien. Bon, et qui a trouvé, au fond, un des meilleurs moyens pour entrer en contact avec les gens, c'est de leur offrir comme ça, ou les amener à consommer. Hein, vous voyez, voilà, venez donc boire un verre, voilà, on va discuter. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que dans la notion de contact, on voit que ce contexte doit opérer, en fait, c'est-à-dire il doit fabriquer quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que on pourrait penser, avec un petit stand et des trucs à boire, que ça tourne. Vous avez vu la critique du travail de Hirschhorn, c'était très nouveau hein, quand il a fait ça. C'est-à-dire que l'institution publique va payer un musée éphémère dans des lieux où il n'y a pas de musée. Et donc, on est de plus en plus dans une sorte d'installation d'un lieu qui va apporter de la culture. Donc, on n'est pas loin d'être dans la médiation culturelle, c'est-à-dire dans l'apprentissage, la transmission de quelque chose. Et c'est là où les formes d'art sont un peu flottantes. Il nous manque un dernier élément qui arrive tout de suite, c'est il faut qu'il y ait quelque chose de, on dit en anglais useful art, c'est-à-dire il faut qu'il soit utile là. Il faut qu'il serve à quelque chose et que ce contact qu'il a cherché à trouver avec le public qui n'était pas prévu, qui n'était pas dans le contexte prévu, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en fait dans le public. C'est comme ça qu'on va pouvoir l'évaluer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut faire un dernier détour par ce monsieur, c'est-à-dire Deleuze a expliqué quelque chose dans une conférence à la FEMIS qui est assez intéressante, où il va parler de Michel Foucault, qu'il a bien connu, et où il va expliquer que le monde dans lequel on vit, parce que là, Deleuze arrive, on est en 87 à prédire ce dans quoi on vit, c'est tout à fait fabuleux, en s'appuyant sur ce travail de Foucault, de regarder comment la société nous enferme d'abord, dans Surveiller et punir, le livre des années 70, c'est-à-dire comment la prison, l'hôpital, comment l'école, comment l'asile nous contrôle, nous enferme dans des vêtements, des attitudes, des conduites, même des paroles ou des camisoles. Mais comment ce glissement de la société d'aujourd'hui, c'est ce que Deleuze va expliquer tout de suite, va se retrouver à... Mais je me dis, voyez bien. Va se retrouver à... C'est plus les camisoles qui nous menacent, c'est une société qui nous contrôle pour notre bien. Foucault n'a jamais cru, et même il a dit très clairement que ces sociétés disciplinaires, elles n'étaient pas éternelles. Et bien plus, il pensait évidemment que nous entrions, nous, dans un type de société nouveau. Bien sûr, il y a toutes sortes de restes de sociétés disciplinaires, et pour des années, mais nous savons déjà que nous sommes dans des sociétés d'un autre type, qu'il faudrait appeler ces Burroughs qui prononçaient le mot, et Foucault avait une très vive admiration pour Burroughs. Burroughs proposait un nom très simple de contrôle. Nous entrons dans des sociétés de contrôle.
qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt, ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement. Vous me direz, c'est pas évident actuellement, avec tout ce qui se passe actuellement. Alors là, nous allons prendre une leçon de prévision historique. Vous allez voir, il y a un ou deux bémols dans les phrases, puisqu'il n'y a pas Internet quand il parle. Il va parler de Minitel, mais voilà, la société n'a plus besoin de nous enfermer. Elle nous contrôle d'une façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus cool, et elle en sait beaucoup plus sur nous. Non, mais ce n'est pas du tout la question. Il s'agit de... C'est peut-être pour dans 50 ans, mais actuellement déjà tout ça. Les prisons, les écoles, les hôpitaux sont des lieux de discussion permanents. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux répandre les soins à domicile? Oui, c'est sans doute l'avenir. Les ateliers, les usines, ben, ça craque par tous les bouts. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux les régimes de sous-traitance et même le travail à domicile? Bon, les prisons, c'est une question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de punir les gens que la prison? C'est des vieux problèmes qui renaissent. Parce que les sociétés de contrôle ne passeront évidemment plus par des milieux d'enfermement. Même l'école. Même l'école, il faut bien surveiller actuellement les thèmes qui naissent. Ça se développera que dans 50 ans, 40 ans, pour nous expliquer que l'épatant, ce serait faire en même temps l'école et la profession. Ce sera très intéressant, parce que c'est ça l'identité de l'école et de la profession dans la formation permanente, qui est notre avenir. Ça n'impliquera plus forcément le regroupement d'écoliers dans un milieu d'enfermement. C'est prodigieux, c'est pas fini. C'est-à-dire, si on fait moi j'enseigne dans une licence pro, donc un mélange de stages, de travail en vrai qui fait que ça te formerait plus facilement et l'école accompagnerait cette réalisation en vrai. Il est en train de dire que la vertu qu'a l'école, qu'on oublie tout le temps, c'est de mettre ensemble des gens qui n'ont rien à faire là pour écouter quelque chose qui les intéresse moyennement, mais qui va les former intellectuellement par la confrontation, justement. Et que cette envie de professionnalisation et d'usage, d'utilité, est une façon de contrôler ou d'orienter déjà l'ensemble. Puisque vous devinez sans doute que cette société de contrôle qui remplacerait la société d'enfermement, c'est celle qui va pas nous enfermer, va pas nous montrer vraiment qu'on est emmerdé, mais elle va faire plus subtil, elle va nous laisser faire ce qu'on veut, mais un peu orienté. Ça pourra se faire tout à fait autrement. Ça se fera par Minitel, enfin tout ça, tout ce que vous voudrez. Et pas tant, ce serait des formes de contrôle. Voyez en quoi un contrôle, c'est pas une discipline. Je dirais par exemple d'un autoroute que là vous enfermez pas les gens, mais en faisant des autoroutes, vous multipliez des moyens de contrôle. Je dis pas que ce soit ça le but unique de l'autoroute, mais des gens peuvent tourner à l'infini et sans être du tout enfermés, tout en étant parfaitement contrôlés. C'est ça notre avenir, des sociétés de contrôle et pas des sociétés de discipline. C'est beau quand on est fort au point de expliquer quelque chose de très facile à comprendre pour tout le monde. Pourquoi je fais le détour par Deleuze? Tout simplement parce que cet art contextuel qui est à un endroit pas prévu, qui fait que André Cadéré va prendre sur son épaule un bâton de couleur, marcher dans la rue, demander aux spectateurs à quel endroit ils veulent qu'on le dépose, et puis le déposer lui-même. Qu'est-ce qui fait que y a un rapport avec Deleuze, c'est que quand l'artiste ne fait pas exactement ce qu'on attend de lui, on pourrait penser, c'était l'enjeu de la question précédente, que c'est un peu rigolo, c'est un peu la fête, c'est un peu autre chose, c'est insolite ce que va nous redire Paul Ardenne, et finalement, en le mettant vis-à-vis de... Vous voyez que Felice Verini, il va peindre sur des murs, permettre que, en se mettant dans l'axe, l'anamorphose se remette en place et qu'on puisse admirer le tour de force. Voilà. Ce qui est intéressant à mettre en vis-à-vis, c'est que peut-être que dans un art sorti du musée, qui vient devant nous interpeller, il y aurait quelque chose qui vient contre
ce système de contrôle. Ça, quelque chose. Alors, qui renvoie à une donnée importante dans l'art d'intervention, hein, c'est vraiment la donnée qu'on peut appeler de l'irruption insolite. L'irruption insolite, c'est-à-dire que c'est ça, être en porte-à-faux, comme je disais tout à l'heure. Être en porte-à-faux, c'est brusquement faire apparaître quelque chose qui n'est totalement pas attendu, qui est totalement absurde, même d'une certaine manière. Mais le réel contient l'absurdité. Hein, d'une certaine façon, elle est là. Voilà une autre œuvre très, très connue, le groupe de recherche en art visuel, le GRAVE, à Paris en 1966, va organiser toute une série d'événements qui sont des jeux, bon, des jeux avec des formes, vous voyez comme ça, s'amuser à escalader des socles comme ça, ou jouer avec des flashs électroniques, bon, créer des formes, vous voyez, créer des gestes, susciter des mouvements qui sont des mouvements hors normes. Finalement, ce qui a l'air d'être un jeu et qui a l'air d'être juste éphémère pour nous surprendre, j'ai pris un exemple d'Aram Bartol qui a fait ça en 2006, qui a fait toute une série d'implantations en taille réelle de repères Google, qui fait qu'on a ce rapport à l'univers extérieur qui est tout à fait calibré par Google. Voilà, ce pas de côté peut passer pour l'insolite, du marrant, du détournement, mais c'est aussi une façon de regarder comment tout ça est organisé pour nous contrôler. Il a fait aussi en 2010 ce qui s'appelle des dead drops, c'est-à-dire ce sont des clés USB qu'il a entrées dans la maçonnerie. Il y en a une au Palais de Tokyo, par exemple, et dans lequel vous pouvez venir connecter votre ordinateur pour récupérer des choses qui vous sont données. Comment l'échange comment questionner l'échange dans la rue, comment ça peut venir nous chercher d'une façon qui est un peu marrante, un peu inattendue, et comment cette question-là peut suffire à se demander si le monde dans lequel on est aussi libre et pas déjà précalibré. Ça a l'air tout simple, mais il me semble que le glissement, il est là. Et on arrive à ce dernier élément, et j'en ai presque fini, mais on n'a pas fini sur la difficulté, c'est que il faut que cet art soit utile. C'est-à-dire que ce qui va permettre de le juger, ce n'est pas seulement son originalité, son endroit, c'est le fait qu'il fabrique, alors je prends un terme exprès banal, de la conversation. L'idée qu'on peut faire des choses ensemble, vous voyez qu'après tout, il n'y a pas de raison de ne pas faire certaines choses ensemble, même si ce n'est pas programmé ou attendu. Alors, un artiste pionnier dans la matière est un artiste anglais d'origine philippine, qui s'appelle David Medalla, qui va à la fin des années 1960 créer des environnements, on peut appeler ça comme ça, en art on appelle ça comme ça, ou des installations, plutôt un environnement, avec un drap, des bobines de fil suspendues, et puis des aiguilles. Et ces œuvres s'appellent Stitch in Time, c'est-à-dire couture là, maintenant. Hein. Et alors, de quoi s'agit-il? Vous rentrez dans une pièce, puis vous voyez ça, et, vous pouvez coudre des choses, évidemment, vous pouvez d'abord ne rien faire. Hein. Vous pouvez dire c'est n'importe quoi et passer votre chemin. Puis vous pouvez coudre. Mais ce qu'on remarque, et c'est l'habileté, je dirais, de cette mise en connexion, de cette mise en réseau, c'est que le travail participatif ici, c'est tout simplement l'occasion d'une discussion. Les gens discutent entre eux, bien évidemment. Et c'est ça qui est important, c'est pas le fait de coudre, c'est le fait de discuter. Le Joël Hubaut, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, fait la même chose avec ce qu'il a appelé les clomes troc. Donc, il s'agit d'inviter les gens à venir constituer des peintures, donc avec leur propre corps, leurs propres habits, des objets, autour d'une seule couleur. Par exemple ici, tout ça pour arriver à faire une photographie collective. Bon voilà, par exemple sur le rose, hein, avec donc la référence à Marcel Duchamp, le double de Marcel Duchamp, le double féminin, qui s'appelait Rose, c'est la vie, hein, ici. Alors, cette donnée d'ouvrage participatif peut carrément glisser, alors là ça devient assez intéressant, ou problématique, ou les deux, vers ce qu'on va appeler l'utilitarisme. C'est-à-dire qu'au fond, à partir du moment où certains artistes
plasticien ou spectacle vivant, on ne fait plus vraiment la différence, hein, ça n'a plus beaucoup d'importance. On ne fait plus la différence. À partir du moment où ces artistes sont entrés en contact avec les personnes, les ont mises en commun, ont accepté d'en faire des figures co-créatives, si vous voulez, la question se pose de peut-être faire des choses utiles et de rentrer dans ce qu'on a appelé le useful art. C'est la composante de useful art est née dans les années 80-90. Bon, des artistes qui ont décidé de ne faire ou de ne faire que des choses utiles. Bon, par exemple, Stéphane Chanclang est un artiste français qui va profiter d'un terrain vague, donc dans une ville qui s'appelle Ivry-sur-Seine, près de Paris, dans la banlieue parisienne, et il va faire nettoyer ce chantier, cette zone en friche absolument dégoûtante, vous voyez, il va la faire nettoyer comme ça par les gens qui viennent, et autour de ce chantier va se créer une extraordinaire synergie, si vous voulez, sociale et politique, hein, de gens qui vivent dans des zones souvent stigmatisées, abandonnées, sales, et qui reprennent la main sur leur propre territoire. Bon. Alors, cette notion d'utilitarisme, on la voit très très poussée dans les années 90 et aujourd'hui encore, et je vais vous en donner juste quelques exemples, il y en a énormément, hein, mais quelques exemples. Par exemple, un collectif danois qui s'appelle les N55 vont notamment mettre en place un grand nombre de structures pour les sans-abri de Copenhague, ou des structures d'habitat, comme c'est le cas ici, d'habitat flottant. Donc ils créent des unités très peu coûteuses, en bois, très simples, avec souvent du matériel de récupération. Voilà. Ou bien ils vont carrément ici, vous voyez, aménager une plage, voilà, c'est-à-dire nettoyer un coin, mettre un ponton, donc justement créer une plage là où il n'y en a pas. Bon, on est dans... Alors, tentons la question plus directe pour finir cette troisième partie. Alors, c'est plus la question de savoir si c'est de l'art, mais retournons la question. Qui peut faire ça? Qui peut fabriquer des lieux de rencontre dans l'espace public, alors que l'espace public est énormément contrôlé, réglementé, à part les artistes? Alors, on va peut-être, si je joue avec ça, on croisait ça beaucoup aussi en prépa Beaux-Arts, les étudiants qu'on croise qui ont entre 17 et 24 ans et qui ont envie, heureusement, ça nous fait plaisir de changer le monde, se disent que c'est le design qui est sans doute en train de le faire davantage que l'art. La frontière est plus très fréquente. Voilà. Est-ce qu'on peut fabriquer des objets, des espaces qui vont fabriquer des comportements sociaux différents à un moment donné? Et à une époque, ce n'était que la puissance publique qui fait un kiosque à musique et qui va programmer la musique dedans. Est-ce que les gens peuvent fabriquer ça de façon éphémère, avec un enjeu qui est assez important pour ceux qui s'intéressent à ces choses alternatives? C'est assez joyeux aussi, c'est un peu marrant, c'est un peu carnaval, et c'est sans doute une des façons les plus intéressantes de convaincre. Dans un quartier ici de Copenhague. Bon, alors voilà, par exemple, à ce concept qu'on retrouve chez les N55, Urban Free Habitat, c'est-à-dire habitat libre urbain, hein, où finalement l'artiste ici décide de s'emparer de l'espace public, c'est-à-dire un espace qui n'appartient pas à des propriétaires, et en disant, ben voilà, j'installe quelque chose ici. Bon. Voilà, donc on a cette notion. C'est ce que dit Arden, page 79. Même s'il se généralise peu à peu, le repositionnement de l'artiste dans l'espace public ne va pourtant jamais de soi. Autoritaire, car c'est l'artiste qui décide du lieu où il installe son œuvre. Il se confronte sans délai à une autre autorité, celle de la puissance publique instituée, le pouvoir politique détenteur du contrôle culturel et seul décisionnaire des lieux où exposer les œuvres d'art. De cette rencontre, j'aime bien montrer, ça c'est intéressant, de Xavier Veillant, qui fabrique dans une galerie un système de cheminée. C'est-à-dire, là on est à la frontière justement de quelque chose qui est à la fois cool, à la fois presque falsifié, un peu fabriqué. De cette rencontre découle une inévitable tension et ce constat, les rapports entre l'artiste et le pouvoir politique, déjà délicats en soi et qui sont tout sauf naturels, ont toutes les chances de devenir impossibles s'il est bien entendu que l'artiste s'arroge le droit de disposer de l'espace public pour y faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi aussi je trouve qu'une
une des œuvres les plus intéressantes, c'est non seulement ces colonnes dans cet endroit en 85-86 de Buren, les deux plateaux, mais aussi le bordel politique que ça a fabriqué de voilà, qu'est-ce que c'est que l'art, qu'est-ce que ça fout là, qu'est-ce que c'est en train de faire, alors qu'il suffit de voir une image du parking qui était avant pour savoir que même si vous détestez ce qui a été fait, c'est quand même mieux que ce qui était avant, évidemment. Comment l'enjeu va se faire entre les deux, comment l'art peut être utile. Paul Ardenne a cité tout à l'heure celui qui a commencé ça, Jan Swidzinski, le père de l'art dit contextuel, et ce petit article Paul Ardenne a un blog qui est très actif sur lequel on peut retrouver beaucoup de ses textes, beaucoup de ses interventions, beaucoup de vidéos. Voilà, je vais foutre en l'air son prénom, donc je vais le dire à la française, ça fera très con, mais au moins ça sera moins horrible. Swidzinski, texte, conférence, Pologne des années 50, 60, 70. Qu'est-ce qui résume bien cette question de l'art contextuel initiée par Swidzinski? C'est importance des contextes à rebours de tout idéalisme, c'est-à-dire c'est pas un a priori à quel endroit il faudrait aller, il faut le tester pour savoir. Transcendentalisme, ça veut dire, justement, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est pas une sorte de théorie qui vient de nulle part, on oppose à transcendantal immanent, c'est-à-dire on part de ce qui est autour de nous et on voit comment ça réagit. Quel message Swidzinski nous laisse-t-il? Le contexte nous détermine, voilà comment on peut faire évoluer cette notion d'art contextuel, comment elle est pertinente intellectuellement. Nous ne vivons pas libres si nous n'élaborons pas nous-mêmes, en regard de ce contexte, nos propres contextes, si je peux le dire, à la fois impliqués et indépendants. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne qu'on est déterminé par plein d'éléments. Il faut qu'on c'est Deleuze qui a ce terme-là, et Guattari, il faut qu'on refabrique nos territoires à nous, en fait. Il faut qu'on se déterritorialise et qu'on se reterritorialise. Solidarité et solidarité tous ensemble en interaction. Chacun à son niveau et avec les autres. Une société vivable est celle qui fédère en les agrégeant des sous-ensembles potentiellement centrifuges. C'est-à-dire on peut fabriquer des mini-communautés avec des gens et puis il y a des moments où ça va se croiser avec d'autres gens ou pas avec d'autres. Au lieu de penser qu'il y a un groupe et que c'est par ce groupe global qu'on peut s'en sortir. Là, Paul Ardenne est assez clair dans la fin de ce que je voudrais vous montrer là. Cette notion de solidarité est assez fondamentale dans ce que cet art contextuel veut fabriquer. Alors, la solidarité, ça peut être aussi carrément, toujours dans l'ordre du useful, de l'art utile, ces actions d'un collectif qui s'appelle Superflex, collectif scandinave. Par exemple, on les voit ici, dans un village d'Amérique latine, apprendre aux gens localement à produire du gaz de méthane, donc avec des moyens rudimentaires. Bon, voilà. De la même manière, ils vont les aider à créer, donc en Bolivie notamment, une boisson qui s'appelle le Guarana Power, pour contrebuter les boissons nord-américaines qui consomment énormément d'eau pour leur fabrication. Des artistes interviennent dans des lieux, découvrent ces lieux et leur contexte, fabriquent des solutions alternatives, forment les gens à le continuer. Le fameux Collectivo Cambalache va organiser des trocs, l'économie du troc en un moment où dans bien des lieux, l'économie ordinaire ne peut pas fonctionner. Tout ceci aboutissant à une donnée bien sûr fondamentale d'ordre politique, c'est l'accroissement de la démocratie. On sent monter dans ces types d'art, à travers la polémique, à travers la critique, à travers le porte-à-faux, on sent monter quelque chose qui est le désir d'une plus grande maîtrise par le citoyen, par le citadin, de l'univers dans lequel il vit, de l'environnement qui est le sien. Bon. Alors là, c'est fondamental et ça conclut sa pensée. C'est-à-dire, si ça m'interpelle, ce contexte et ce qui est en train de se passer, si ça me fait réfléchir et me fait sortir de la masse, c'est ça que ça transforme. C'est-à-dire, c'est utile parce que ça va fabriquer plus d'interactions entre tout le monde, y compris de discuter. Et c'est là où ce n'est pas un livre, et c'est là où ce n'est pas juste une forme ou de la communication. Et là, il faut bien sûr parler de ces formes d'art dites sociologiques
ainsi nommés, qui apparaissent dans les années 70, avec quelqu'un comme Fred Forrest notamment, qui va organiser, par exemple, en 73, lors de la biennale de Sao Paulo, au moment où le régime politique est celui des militaires, au Brésil, une très très célèbre manifestation qui s'appelle « Le blanc envahit la ville ». Le blanc envahit la ville. Il s'agit de faire défiler les gens avec des pancartes blanches, sur lesquelles il n'y a rien. Voilà, c'est-à-dire que dans une dictature, en général, vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Donc la seule chose que vous pouvez exprimer, c'est du blanc. Voilà. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Il est arrêté, bien sûr, interrogé par la police, qui est devant un véritable problème, si vous voulez. C'est-à-dire, comment accuser quelqu'un de faire, disons, d'établir un contre-pouvoir quand vous n'exposez que du blanc? C'est génial. C'est génial. C'est-à-dire une manif avec des pancartes blanches, on n'est pas loin d'un truc délirant, hein, mais interdit de manifester dans une dictature. C'est aussi simple que ça. Comment on va pouvoir faire réagir? On a chez Philippe Thomas une publicité dans le journal qui propose d'envoyer des consignes pour fabriquer une œuvre chez soi. Et la conclusion, la voilà. Conclusion, en quelques mots. On voit quand même on perçoit que quand on pense l'art public à vocation participative, je pense qu'on rentre dans une logique qui n'est pas autre que politique. Ici, je crois qu'on peut difficilement ne pas mettre en avant un premier principe, c'est ce qu'on a appelé le principe autriste. Autriste, c'est un jeu de mots avec la notion de l'autre. Bon, il y a un principe autriste. Bon. Alors, deuxième principe qui en dérive, c'est le principe de la réciprocité. Ce n'est pas un type d'art qui est censé marcher dans un seul sens. La réciprocité qui induit un troisième principe, ce qu'on va appeler la catalyse. C'est un art de catalyse. Et là, je reprends Bon, certains artistes ont utilisé ce terme. C'est pas moi je ne l'ai pas inventé. La catalyse, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que des choses qui n'étaient pas substantiellement vouées à marcher ensemble puissent se réunir. Bon. La catalyse en un mot, c'est la vinaigrette. Alors il y a un concept qui est très important à développer, c'est ce qu'un philosophe français, un sociologue qui s'appelle Michel Maffesoli, a appelé la reliance. Le fameux concept de reliance. Reliance, ça vient du verbe relier. Et ce n'est pas un mot léger. Ce n'est pas un mot léger parce que ça veut dire qu'au fond, quelque chose se passe dans la société contemporaine qui est l'inverse de la reliance. C'est-à-dire que loin que les gens, dans cette société très individualiste qui est la nôtre, finalement puissent vivre ensemble, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons est un monde de moins en moins relié, où les individus deviennent des isolats, même on pourrait dire des dividus, si on joue avec les mots. Je ne sais pas si la traduction, on peut dire ça, mais... Vous vous rendez compte, c'est qu'on pourrait penser qu'une intervention en lieu public sous forme de carnaval, d'insolite qui fait jouer, serait presque de la communication. Ça peut être le cas. Quand elle est dans l'espace public, elle est très contrôlée. Et si on prend un peu de recul en constatant ce que tout le monde sait, que notre individualité prime, le fait de nous faire jouer, de nous faire interagir, aurait un enjeu politique qui permettrait de continuer à nous relier les uns aux autres. C'est à la fois très simple, je disais, ce sujet de l'art contextuel et de penser le présent, et très complexe, très élaboré, puisque vous pouvez me dire, on n'a qu'à faire une belote sur la place publique et il y a du lien qui se fabrique, ce qui est vrai. L'entre-deux, c'est ce qu'on a dit, il a dit autrisme en faisant un jeu de mots un peu curieux, c'est qu'il faut que ça fabrique de la réaction et de la discussion. Bon, ce n'est plus l'individu, c'est le dividu. On est des divisés, non plus des gens qui ne sont pas divisés. Bon. Alors, l'art public non institutionnel, de ce point de vue-là, a une vocation, c'est de changer l'espace. Vous voyez, c'est-à-dire en changeant le rapport entre les gens, on change la nature de l'espace et on crée ce qu'on peut appeler des lieux autres.
hein, des espaces autres. Hein. Je me souviens du très grand texte du philosophe Michel Foucault sur les espaces autres, hein, de la société, qui souvent sont des espaces où l'autorité a un problème. C'est quoi? C'est la prison, c'est l'hôpital psychiatrique, hein, c'est ça l'espace autre. Mais on voit bien que là, les espaces autres créés par les artistes sont des espaces où justement quelque chose de nouveau va se produire. Quelque chose qui va vers plus de socialité, vers plus de démocratie, vers plus de république. Hein. Et je le dis en Espagne ici. Hein. Ce qui fait que, pour ceux qui entendent dans les temps actuels cette question des ZAD, des zones où quelque chose se fabrique, on n'est pas loin de ça. D'ailleurs, ceux qui essayent de les théoriser, et être sur un rond-point avec un gilet jaune était sans doute de cet ordre-là, c'est-à-dire des espaces qui, d'un seul coup, deviennent tout à fait autres et qui fabriquent du politique entre les gens. Et qui sont l'endroit où ça peut raconter n'importe quoi, où ça peut se marier, où ça peut délirer, où ça peut fantasmer le pouvoir et le contrôle de tout le monde. Voilà, c'est assez intéressant de voir comment Paul Ardenne, avec cette notion d'art contextuel, arrive à mettre le doigt sur quelque chose qui est notre présent. Alors, j'en ai fini, c'est 35. Ce que Deleuze disait de Foucault est encore plus simple à repréciser. Mais je me dis, voyez bien, avoir une idée, c'est pas de l'ordre de la communication, en tout cas. Et c'est à ça que je voudrais en venir, parce que ça fait partie des questions qui m'ont été très gentiment posées. Je veux dire à quel point tout ce dont on parle est irréductible à toute communication. Et c'est pas grave, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il me semble que, en un premier sens, on pourrait dire que la communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? C'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. Là, c'est le glissement et nous sert de conclusion. Voilà. On t'informe, tu crois que tu reçois une information, et la façon dont ça t'est dit, ce qu'elle contient, est un ordre. Tu dois retenir ça, savoir ça. C'est assez chatouilleux comme idée, c'est assez désagréable de penser qu'on se fait contrôler tout le temps, mais Deleuze et Foucault se rejoignent sur ça. L'autre terme, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont dites à juste titre des communiqués. On nous communique de l'information, c'est-à-dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire, ce que nous sommes tenus de croire. Ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait. Puisqu'on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. C'est ça l'information, la communication, et indépendamment de ces mots d'ordre et de la transmission de ces mots d'ordre, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle. Alors, si je prends un exemple un peu brutal, dans un vrai carnaval, ça peut partir en vrille. C'est-à-dire, c'est pas si contrôlé que ça. C'est pas un truc, on y va avec les enfants. Dans un vrai carnaval, on peut être tout nu, on peut avoir un pot de chambre sur la tête renversé. C'est le moment où l'espace, le groupe accepte de partir en vrille. C'est le moment où il y aura le plus de bébés 9 mois plus tard. C'est le moment où rien n'est... La fête, au sens, on dit dionysiaque, c'est-à-dire la fête, ça peut partir en vrille. Voilà, on jette les chips par terre ou on se tape dessus. Mais ce moment est loin de nous, en fait. Dès qu'on est dans un espace public, maintenant, le lieu est contrôlé. Tout est contrôlé. Et ce que dit Deleuze, c'est que presque notre joie est contrôlée. C'est-à-dire, on sait qu'on va passer un bon moment et que ça va être chouette.
Ardenne a dit tout à l'heure un art de confort, une société de confort. C'est-à-dire quelque chose où ça ne va pas partir en vrille, tout va être sous contrôle et tout va bien se passer. Et c'est vrai, enfin je dis des platitudes, c'est évident. C'est évident, sauf que ça nous concerne particulièrement aujourd'hui. Ça nous concerne aujourd'hui parce que c'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle. Vous savez, un penseur comme Michel Foucault avait analysé deux types de sociétés assez rapprochées de nous. Les unes qu'il appelait des sociétés de souveraineté, et puis les autres qu'il appelait des sociétés disciplinaires. Et ce qu'il appelait les sociétés disciplinaires, qu'il faisait partir nettement, parce qu'il y a toutes les transitions que vous voulez, avec Napoléon, qui était le passage typique d'une société de souveraineté à une société disciplinaire. La société disciplinaire, elle se définissait, c'est célèbre, les analyses de Foucault sont restées à juste titre célèbres, elle se définissait par la constitution de milieux d'enfermement. Vous avez compris pourquoi un musée lui-même peut finalement être une sorte de lieu d'enfermement. Et qu'en sortir est une façon de questionner le musée, la circulation gentille de la pédagogie d'ailleurs, mais aussi une façon de questionner qu'est-ce qu'on veut nous apprendre, qu'est-ce qu'on veut nous communiquer, comment on veut le partager. Et que ce jeu de Paul Ardenne sur l'art contextuel est finalement non seulement de penser le présent, je disais de mettre dans un ensemble assez complexe beaucoup de types d'interventions qui va de la performance à des œuvres qui sont volatiles, peu visibles, avec un impact impossible à évaluer, dans un système de contrôle qui va en se développer. J'ai vraiment fini, puisque le livre suivant, récent d'ailleurs, de 2018, Paul Ardenne, s'appelle « Un art écologique, la création plasticienne et anthropocène », où justement, dans les exemples qu'il va prendre, vous pouvez retrouver facilement cette conférence à Lyon. Resté qu'à traverser le... Il va montrer des artistes qui interviennent autour de la nature, de la fragilité de la nature. La même année que Beuys, d'ailleurs, à Cassel. Hein. Donc, c'est la fameuse œuvre qui s'appelle tout simplement Champ de blé, Wet Field. Je lui coupe le micro, mais je laisse dérouler. Il va déjà dire en quoi cet art qu'on va appeler écologique est lié au contexte. Vous voyez que ce champ de blé qui pousse en plein milieu de New York avec ce rideau de murs derrière, ben, joue avec le contexte évidemment. Et il va, on s'y attendait assez peu puisqu'on est presque 15 ans après ce livre, Un art contextuel, ce travail d'inventaire qui est du même ordre que ce que je viens de faire pendant 1h30, de beaucoup d'œuvres qui travaillent avec le contexte, se retrouve dans les enjeux de l'écologie et des questions écologiques que soulèvent ces artistes. Quand elle est donc, à la surface de la Terre, bon, c'est quelque chose de très, très puissant. Alors, il s'agit d'une œuvre assez complexe, malgré les apparences. L'artiste demande à l'autorité portuaire de New York donc, de pouvoir disposer d'un élément, d'un fragment de terrain qui n'est pas occupé, du point de vue immobilier, donc, et donc du faire pousser du blé. Donc, voilà. Alors, donc c'est évidemment magnifique, hein, c'est très beau, c'est une sorte d'esthétique du contrepoint, comme on dit. Ça fait beaucoup d'effets, il y a un effet sensible, évidemment. On voit d'ailleurs ces photographies, on voit ce mur minéral hein, de Manhattan, du bas de Manhattan, ici à droite, et puis tout d'un coup, cette irruption de quelque chose bon, qui est parfaitement décalé, qui est pourtant totalement essentiel, puisque le blé, c'est bien sûr, ça renvoie à la nécessité donc de nous nourrir. Alors, c'est une œuvre qu'on voit toujours sous le même angle, mais il est bien aussi de la voir autrement, hein, vous voyez, comme ça. C'est une promenade, donc c'est une sorte de grande peinture également, c'est une peinture végétale. Alors ce concept de peinture végétale va avoir un très grand succès. Aujourd'hui, un très grand nombre d'artistes qui travaillent en relation avec le paysage, l'environnement, donc ne conçoivent pas de travailler autrement qu'avec des végétaux.
hein, c'est comme ça. Voilà, mais c'est aussi une œuvre qui va avoir une dimension, en plus de ce qu'on appelle la dimension contextuelle, d'être une œuvre de contexte. Hein, le contexte ici, c'est la question de la faim dans le monde, dont on parle beaucoup à cette époque-là. Hein, c'est un des grands combats. Bon, on peut en parler encore aujourd'hui, même si bon, c'est plus ce que c'était. Mais enfin, il faut savoir que toutes les 11 secondes, un enfant de moins de 5 ans meurt dans ce monde de faim. Hein, voilà, c'est les chiffres, les derniers chiffres de la Fed. Hein, donc, je les ai trouvés il y a 15 jours. Hein, donc, moi-même, ça m'a stupéfait. Hein, j'avoue que je ne pensais pas que c'était quand même encore à ce point. Bon. Alors, c'est aussi une œuvre conceptuelle, hein, au sens où il y a tout on pourrait dire un ensemble d'agencements intellectuels, réflexifs, philosophiques, comme ça, qui s'organisent autour. Un colloque est organisé avec des venus de spécialistes de la faim dans le monde, etc. Bon, et enfin, un geste symbolique, évidemment, la récolte faite d'une manière commune et redistribuée, et donc à des organismes de lutte contre la faim. Voilà. Alors, vous voyez, hein, ces pionniers on pourrait dire de la représentation de ce qu'on n'appelle pas encore l'anthropocène, mais qui est déjà là, c'est-à-dire le sentiment suraigu que quelque chose ne va pas dans le rapport que l'humain entretient avec son environnement, notamment son environnement naturel, permet à ces artistes de créer des formes qui sont tout à fait innovantes. Il est clair que vous avez là des formes de création qu'on n'a encore jamais vues. Et c'est très important parce qu'on a là ce qu'on peut appeler l'invention d'un nouveau langage symbolique. On a l'invention d'un nouveau langage et c'est toujours extrêmement difficile d'inventer des nouveaux langages. Bon, c'est-à-dire que c'est au fond assez aisé de travailler dans le sillage des gens qui ont ouvert la voie. Mais créer des formalisations nouvelles, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Donc c'est pour ça que ces artistes pionniers sont intéressants, et d'autant plus intéressants que la plupart ont disparu de l'histoire de l'art. En tout cas, entre les années 70, 80 et les années 2010, ils ont cessé complètement d'exister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aucune commande, ça veut dire aucune exposition, pas de collectionneurs, pas de production, rien. Hein, si vous voulez, bon, c'est comme ça. Bon. Alors, il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que ceux que je vous cite, il y en a d'autres. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus que ce dont je vais parler dans cette masterclass. Et il ajoute, et c'est mon dernier mot, un art qui est sans doute appelé à énormément se développer. Vu le sujet, mais vu aussi, vous avez compris que tout ce qui se fabriquait autour, c'est presque un écosystème que l'œuvre d'art fabrique, des colloques, des rencontres, de l'interaction avec les gens, de la presse, une façon, dans une époque de médias, d'intervenir le plus efficacement. Merci, merci. Je vais regarder les questions. J'ai fait... Ah, disparition de l'art institutionnel, c'est pas évident, mais non, ça disparaîtra jamais vraiment. Alors, la difficulté, c'est pas dans la question de Monsieur Jérôme, mais c'est intéressant aussi, c'est que l'art contextuel, il est obligé, il a un problème de financement, parce que comme il est dehors, il est gratuit, on va avoir du mal à faire passer la main à la poche, et donc il faut trouver le type de financement pour le fabriquer. Quand il est en extérieur, c'est encore plus redoutable d'ailleurs, parce que vous vous doutez que la dimension... la taille d'intervention va être très, très complexe. Et évidemment, vous avez raison, la gageure, c'est de les garder, puisqu'il vient de citer des gens qui sont tout à fait inconnus, disparus. La fin de l'art institutionnel, j'ai bien l'impression que... Parce qu'il y a un effet pendule dans l'autre sens, hein, qu'on peut appeler l'effet Bilbao, c'est-à-dire... on est quand même face à une spectacularisation des musées qui fait qu'on a envie d'aller voir l'expo Vermeer, prendre un train, c'est-à-dire tout un tas d'enjeux qui ne sont pas du tout écologiques. Je veux dire, Vermeer est fragile, mais ce serait quand même mieux que ce soit lui qui se déplace jusqu'à nous. Merci, Madame Nathalie. Parce que d'un seul coup, ça fabrique du tourisme. J'enseigne en tourisme, ou à peu près ce que ça veut dire, mais... des nuitées, des déplacements, des restos, oui, c'est cool, mais enfin, écologiquement, il va falloir commencer à se restreindre dans les déplacements. Et il y a quand même beaucoup de choses à découvrir sans qu'on aille trop loin. Il y a ce sujet-là, et ce à quoi je pensais, c'est comment les nouvelles générations, futures générations vont appréhender les visites un peu classiques, on va dire, au musée. Oui. Je dirais que d'ailleurs, l'intervention
d'Enès, là, qui est très belle à New York. Et tout comme Christo qui a déclenché de l'intérêt autour de l'Arc de Triomphe. Sans doute que la spectacularisation et le fait qu'il y ait des médias tout le temps va pousser à ce que des œuvres apparaissent de cette façon-là. Ce qui est assez intéressant dans cet art anthropocène, ça veut dire l'époque industrielle, on va dire de 1800 à 2000, le moment où le développement industriel, le développement humain va impacter les ressources naturelles d'une façon très puissante. Sans doute que cette spectacularisation va poser des questions écologiques, de déplacement de monde, de déchets, de choses comme ça. Mais à Évry, où les architectes de Bellastock font un festival éphémère en utilisant des rebuts de chantier ou en pensant fabriquent une ville en une semaine. Il y a 300 étudiants d'architecture qui font ça. Et pendant une journée, le public peut venir découvrir. Ces gens-là sont déjà en train de se poser des questions de déplacement, d'économie d'énergie, en arrivant à faire du spectaculaire, en arrivant à faire des choses qui font se réunir et qui font discuter, réfléchir, échanger. Ce qui fait que ce n'est pas tout à fait le rapport au musée qui est compliqué, Monsieur Jérôme. Je dirais que c'est aussi le rapport au canon esthétique d'appréciation, parce que ça peut être très beau, hein, ce qu'on vient de voir avec ce chant, c'est très beau. Et c'est sans doute par la beauté qu'on peut interpeller le monde et l'attirer. Par contre, ce n'est pas le critère essentiel. Et c'est très difficile d'avoir même un discours critique complet sur ça. C'est pour ça que M. Ardenne, il a comme petit défaut son livre, je trouve, c'est un inventaire, en fait. Je crois que ça lui vient, c'est une petite perfidie de ma part, mais c'est les historiens qui ont des listes. Ils ne veulent pas s'arrêter pour faire des liens. Ça leur fait peur. Eh bien, j'espère que tout a été bien. Je vous montrerai ce livre prochain que je n'ai pas eu le temps de montrer. J'avais des petits extraits. Ça nous fera l'an prochain de quoi parler d'un art écologique de 2018. Là, c'est du présent. Merci tout le monde. Merci. Bonne fin de journée. Merci.